Alors oui, la créativité est un concept complexe à définir, autant qu'elle prend des formes tellement différentes. Le risque est qu'elle devienne insaisissable, une pure fabrication théorique de l'esprit. Avec ce podcast, on va essayer de la ramener au plus proche de nous, dans le vécu, dans ce qu'elle raconte de nous quand on est rencontrée dans nos vies, autant professionnelles que personnelles. Car il me semble que la créativité se fiche pas mal des cloisonnements. Bon, cela dit, on va se mettre d'accord sur une définition de base. La créativité, elle englobe la capacité d'une personne à générer des idées nouvelles, originales et utiles, que ce soit pour elle ou pour les autres, ainsi qu'à combiner des éléments existants de manière innovante, pour résoudre des problèmes, pour transformer une situation, pour créer des œuvres ou pour concevoir de nouveaux produits, tout simplement. On peut avoir tendance à penser que la créativité se limite aux arts, mais elle est partout, dans bien d'autres domaines. En fait, elle est là où on lui laisse de la place. Elle est souvent associée à l'imagination, la mise en perspective, la curiosité, la flexibilité ou encore la capacité à prendre des risques. Bref, je pense que la créativité est une alliée de premier choix dans nos vies actuelles. Je m'appelle Christophe Leclerc et bienvenue dans Echo, le podcast qui s'intéresse à ce qui arrive quand des personnes laissent s'exprimer leur créativité. Bon, bienvenue Chantal. Merci. J'ai pour habitude de, comme je te disais quand on s'est eu au téléphone, de présenter mes invités à leur place. Et j'assume en même temps que ça peut être incomplet, mais surtout c'est que ça permet de lancer l'échange. Et donc est-ce que ça te va ? Ça me va très bien. Je suis joueuse en plus, donc allons-y. Super. Alors tu me disais que pendant cet échange, tu me disais qu'aujourd'hui tu réserves une partie de ton temps à ton activité d'assistante maternelle, mais tu es également médiatrice et éducatrice spécialisée. Et tes outils de médiation favoris sont le corps et la danse. Et c'est avec ces outils que tu mènes des stages et des ateliers d'expression corporelle. Et j'imagine que c'est plutôt des ateliers collectifs. Oui, tout à fait. Et il me semble que tu fais partie de ces personnes qui choisissent l'expérience et l'expérimentation comme support d'apprentissage, plutôt que la transmission brute d'un savoir ou d'une connaissance. Et ça m'a semblé assez clair que t'as envie de saisir ce qui rend curieux les autres et de proposer de vivre les choses de manière plus organique plutôt que de les penser. Oui, tout à fait. Et au fil de notre échange, t'as voulu apporter la précision que l'expression corporelle et la danse en général, qui est certes un outil puissant, mais c'est seulement à tes yeux un outil. Et ton objectif est plutôt d'oser éventuellement réussir à être soi. Et je trouve qu'en ça, ton activité d'assistante maternelle et de médiatrice se rejoignent pas mal, dans le sens où j'ai l'impression que le rôle principal d'un adulte qui accompagne un enfant, c'est d'abord de créer un environnement propice à son développement, et d'un côté en maintenant un contact le plus direct possible avec son bien-être, et aussi en l'encourageant à une forme d'émancipation personnelle et individuelle au sein d'un collectif. Bref, je vois vraiment de la cohérence, en fait, dans le fond, entre tes deux activités. La première question, elle est simple. Avec toutes tes expériences personnelles et professionnelles, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens comme une personne cohérente ? Alors vraiment, déjà, merci pour ta présentation, parce que je me découvre à travers ce que tu dis. Donc ça, c'est chouette. Et en plus, la façon dont tu le dis, ça me convient bien. Donc, pour ta question... en fait, effectivement, en emmagasinant toute cette expérience dont tu parles, effectivement, d'en venir maintenant à la petite enfance, ça prend vraiment tout son sens. C'est pas tellement compréhensible par rapport aux élèves qui me suivent, qui me connaissent, de pouvoir arriver maintenant à ce métier d'assistante maternelle, mais pour moi, c'est pouvoir transférer tout ce que j'ai pu comprendre de lui-même pour pouvoir là le vivre sur une journée entière avec un enfant. Okay. Voilà, donc ça c'est bon. Après c'est une démarche longue, hein, qui serait bonne à détailler, mais oui, voilà, c'est un petit peu ça. Avant d'accepter de participer à ce podcast, tu m'as fait part d'une petite inquiétude entre guillemets, et c'est celle de peut-être pas être suffisamment à la hauteur de mes attentes. Ce qui est à mon sens une question qui est plutôt saine à se poser en général, mais je t'ai aussi dit qu'on allait vite la dépasser, et je t'ai alors expliqué que je cherchais pas des preuves de ta créativité,
mais plutôt à explorer ensemble ton rapport avec celle-ci. Du coup, est-ce que tu es prête à explorer ton rapport avec la créativité? Oui. Parce qu'en fait, je t'avais répondu ça parce que, en tout cas, ce que je me tends à faire, c'est à aider les autres à être créatifs. Et effectivement, tu m'as bien expliqué qu'il y avait moi derrière tout ça. Et effectivement, je ne savais pas si ça allait t'intéresser de savoir comment j'aidais les autres à être créatifs. Donc, je me mets pas moi en tant que sujet dans le fait d'être créatif, mais d'aider les autres à l'être. C'est pour ça que j'avais un doute là. Pour moi, c'est indissociable entre l'outil créativité et celui qui tient l'outil. Les choses sont indissociables. Donc, il est évident que d'une manière ou d'une autre, on parle de toi et de ta manière ton rapport du coup à la créativité, quoi. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a toujours une forme de singularisation, si ça peut se dire, de l'outil créativité. Et donc, c'est forcément ça qui me donne envie d'explorer, en tout cas. Et pendant cet échange-là qu'on avait eu au téléphone, tu m'as aussi fait part de ton étonnement face au fait que des personnes qui ont participé par le passé à tes stages et ateliers soient ou aient été impactées positivement par ton accompagnement. Et ma question, c'est quel est le rapport que tu entretiens avec la réussite ou l'échec? Ce qui m'a étonnée, c'était que cet adulte maintenant était adolescent et très discret à ce moment-là, en tout cas de sa vie. Et j'ai été extrêmement étonnée de la part de ce jeune garçon-là, qu'il ait pu repérer chez moi, en tout cas qu'il ait pu sentir à quel point c'était important de faire passer non seulement la danse, mais surtout l'expression derrière sa danse. Voilà, j'étais très surprise de ça. Voilà, c'est ça, en tant que jeune adolescent, qu'il ait pu maintenant avoir ce souvenir-là. J'étais agréablement surprise et ça m'a beaucoup touchée. Et en tant qu'accompagnante, je pense qu'on peut qualifier ça de réussite. J'imagine en tout cas que toi, tu as ça dans ton viseur, d'une manière ou d'une autre. C'est de réussir à transmettre ça dans tes ateliers. Et là, en l'occurrence, ça me semble être une réussite, ou tu le vois autrement, toi? Alors c'est vrai que je parle jamais de réussite ou d'échec, c'est toujours tellement un chemin qu'on fait ensemble finalement. Donc je pourrais dire que je suis surprise qu'il ait senti en moi, qu'il ait compris à l'âge qu'il avait, la période qu'il a traversée, qu'il y avait voilà tout ce que j'ai pu lui donner, qu'il ait pu le mettre en mots, quoi, en prendre conscience. Voilà, c'était ça. Mais c'est vrai que le mot échec et réussite, j'utilise jamais. Jamais, ça fait pas partie de mon vocabulaire, du tout. C'est vraiment un chemin dans lequel, on découvre, ou à un moment donné c'est difficile, mais en tout cas, il n'y a pas de réussite et d'échec. C'est comme il n'y a pas de bien et de mal. C'est un peu ça. C'est beau, ou ça me touche, mais voilà, c'est vraiment pas des mots que j'utilise. Ok. En général, j'ai pu remarquer que la notion d'échec, ou pour le coup dans son opposé, la réussite, c'est quelque chose qui est très alors peut-être pas qui est utilisé comme mot-clé, mais qui est très vécu par les gens qui sont considérés comme créatifs, parce que c'est le terreau d'apprentissage le plus direct d'avoir échoué quelque chose. Et l'échec, il y a une valeur culturelle aussi derrière, c'est que nous on y voit quelque chose de, pour le coup, bien ou mal, et moi j'ai tendance à justement enlever tout rapport manichéen à la réussite ou l'échec, mais de le voir comme un tremplin d'apprentissage, et c'est juste une manière de juger et de cataloguer les choses, hein, mais on est d'accord que il faudrait réussir à dépasser ça, quoi. Ah, mais complètement. Et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est essentiel, parce que moi je vois des élèves, par exemple, qui me voient dans une démonstration d'un pas de danse, par exemple. Tout ce qui va être nouveau, pour eux c'est difficile. Ce qui est nouveau est difficile. Et je leur dis toujours, mais vous pouvez pas mettre un peu d'émerveillement? Regardez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être vous pouvez vous dire une petite voix qui vous dit, oh, waouh, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie. Non, c'est de suite, oh, waouh, c'est dur, ça va être difficile.
Et ça, c'est toute notre éducation derrière, effectivement. Hein. Ça, c'est clair que les peurs, il y en a, des jugements, il y en a, et tout ce qui est réussite et échec, effectivement, c'est ça. C'est les peurs, c'est les jugements, c'est notre éducation derrière. Mais on nous a jamais éduqués en disant, voilà, ton chemin, c'est ton chemin. Vas-y, tu vas rencontrer des virages, des montées, des descentes, mais c'est le tien. Et c'est vrai que tant qu'on a ces peurs, on peut pas se sentir libre d'être soi, c'est pas possible. Tant qu'on a ces peurs, la peur de son propre jugement. Et puis tout ce qu'on a aussi vécu dans notre enfance, tout ce qu'on nous a dit qu'on était, en tout cas, et on croit ce qu'on nous dit. Moi, si on m'a dit moi que j'étais toujours la tête dans les étoiles et puis très maladroite, mais on finit par le croire, tout ça quand on le reçoit à dose homéopathique quand on est petit. Oui. Et c'est vrai que tout ça, voilà, c'est beaucoup de travail pour arriver à se libérer de ça pour pouvoir avoir accès à sa créativité. Ça, c'est sûr, je le crois. Ouais, et j'entends du coup toute la valeur que tu donnes à la nouveauté, parce que qui dit nouveauté dans ce que tu dis, c'est aller en dehors de ce cadre-là, qui a été préétabli peut-être à défaut chez une personne, comme chez tout le monde d'ailleurs. Et la nouveauté, c'est aussi synonyme d'encourager à dépasser ce cadre-là. Et je trouve que c'est une manière assez intéressante de résumer la chose. En général, j'aime bien savoir ce qui vient à l'esprit de mes invités quand je leur dis le mot créativité. Et je me suis dit qu'avec toi, j'avais envie de l'aborder différemment. Du coup, quand tu reçois le mot créativité, c'est quoi la première chose que tu ressens dans le corps ? Ah, c'est fou, c'est au niveau, tu vois, du cœur, là. C'est une chaleur, là. Et moi, j'ai comme mot qui me vient la liberté d'être soi. C'est ça, tu vois. Se dégager de tous ces poids, des tas de choses, ça peut mettre du temps, pour s'autoriser à être soi. Voilà, c'est quelque chose qui me fait chaud au niveau de la poitrine, tu vois. C'est vraiment au niveau du cœur, la créativité, pour moi, vraiment. Et quand tu parles de poids, est-ce que t'as pu en voir certains apparaître quand tu encourages l'autre à être créatif? Tout le temps. Je vois tout le temps des poids. Et c'est pour ça que j'adore les gens qui débutent, parce que les poids, ils sont énormes. Et en fait, ils se délestent, on les voit se délester de leur poids très rapidement. Les gens qui ne débutent pas, déjà, il y a déjà un boulot derrière, c'est pas la même chose. Et j'adore le débutant parce que vraiment, moi, je me sens un témoin de petite naissance. C'est émotionnellement quelque chose de très fort. Ils s'étonnent tout seuls. Ils arrivent souvent en disant, de toute façon, ils se cassent, ils se disent, je suis pas souple, ou je chante faux, ou je suis raide, je suis pas du tout. Voilà. Et pour moi, pouvoir être libre d'être soi, c'est vraiment, il y a tout un gros travail de se débarrasser de tout ça, et c'est énorme. Quand on danse particulièrement, on est regardé. On danse pour être regardé. Et là, c'est énorme. Et oui, j'entends le fait que, à force comme tu disais tout à l'heure, à force d'avoir entendu des choses qui peuvent être dévalorisantes ou qui peuvent diminuer l'estime de soi, on a tendance à reproduire le mécanisme et de rentrer dans une sphère d'auto-jugement, un truc systématique. Et du coup, comment toi tu fais pour enlever cette boucle d'automatisme? Alors tu vois, il y a des gens, comment te dire, dans la tête des gens quand ils sont en train d'apprendre ou de s'exprimer dans leur corps, ils se sabrent eux-mêmes dans leur tête. Ils se disent non, ce que je fais c'est pas ça, c'est pas beau. Et quand je les regarde, je vois qu'il y a ces messages à l'intérieur. Et je leur dis mais réjouissez-vous déjà de ce que vous savez faire et allez-y avec gourmandise au lieu de vous dire mais non, mais si, mais non, mais l'autre il le fait bien. C'est fou. Alors moi ce que je fais pour les aider à rentrer un petit peu en contact avec eux-mêmes, parce qu'il y a déjà avec soi, puis il y a en face de l'autre, comment je suis, puis face au monde finalement, comment je suis face au monde. Est-ce que j'ai envie aussi de m'ouvrir au monde? Est-ce que j'ai envie de tout ça? Donc moi je pars toujours des choses qui sont connues, des choses faciles, des choses abordables à tout le monde. Et je pose des cadres très précis
qui permettent d'être très sécurisés au départ. Donc on part de quelque chose de connu pour petit à petit explorer l'inconnu. Mais je pars toujours des choses dans lesquelles tout le monde se sent confortable. Et pareil, à un moment donné, quand il y a la partie créative, il faut surtout, moi ce que je fais, qu'on a fait avec moi aussi pour me permettre d'exprimer plus de créativité, c'est d'être libre toujours de ne pas être créatif. C'est-à-dire, je te propose quelque chose, je te propose un cercle où il va falloir traverser ce cercle pour donner ta danse. Tu peux très bien traverser sans donner de danse. Tu peux très bien traverser en imitant la danse de quelqu'un, ou tu peux très bien traverser en créant ta danse. Mais tu as toutes les possibilités. Ouais. Ce que je trouve de terrible, c'est d'avoir la pression, c'est il faut que j'invente un truc maintenant, on me le demande. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On peut pas créer comme ça. Même tout artiste ne peut pas créer parce que c'est le moment. On lui demande là, on le sait. Donc c'est surtout enlever la pression et enlever le vouloir. C'est juste être là et accueillir ce qui vient. Et moi, comment je suis dans ce qui est là. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Et demain, ce serait forcément autre chose. Mais surtout, cette pression de se dire « il faut que j'invente, il faut que... » c'est pas possible. Non. Et plus on se sent libre dans le fait de ne pas devoir être forcément créatif, et je trouve que plus ça détend à ce niveau-là et qu'on s'autorise. Moi, ça, je l'ai vraiment constaté. De comprendre que la créativité supporte mal les injonctions et qu'au final, s'obliger à être créatif, c'est la pire manière pour être créatif. Ah, exactement. Exactement. Donc ça, je l'entends très bien. Et en même temps, parce que tu parlais d'artistes aussi qui peuvent mal supporter cette injonction à la créativité. Et en même temps, je sais que dans certaines phases artistiques, la contrainte peut amener aussi quelque chose d'inspirant chez certains. Donc, est-ce que tu crois que certaines contraintes peuvent être utiles ? Mais moi, je ne fonctionne qu'avec le cadre et la contrainte. Et d'ailleurs, je me souviens avoir eu un éducateur dans mes formations, parce que je fais à un moment donné de ma vie, j'ai fait de la formation pour les éducateurs. Ouais. Et il y a un éducateur qui m'a dit à la fin de ces 5 jours de formation, j'ai passé mon temps à dire aux jeunes que j'avais autour de moi que c'était bon d'être dans la rébellion. Et en fait, il avait compris que c'était dans le cadre qu'on pouvait trouver sa liberté. Il a compris que pour exprimer toute sa liberté, c'était dans un cadre que ça pouvait s'exprimer et que c'était beaucoup plus rassurant. Et après, on va déborder sur le cadre. On va dire que c'est le prétexte, le cadre. Mais c'est un peu comme si un enfant, je vais poser une feuille de papier, je lui dis voilà, écoute, tu as une feuille de papier, ce crayon rouge, et tu vas, il y a que des ronds, tu vas faire que des ronds, que des lignes courbes. Il sait qu'il a des contraintes et c'est là qu'il va pouvoir explorer. Parce que si je lui laisse le choix des couleurs et que je lui dis dessine, il va faire des choses qui sont, comme on appelle, stéréotypées, où il va revenir sur les mêmes choses. C'est plus je vais donner du cadre et des contraintes et plus je vais pouvoir découvrir des choses et sortir de mes stéréotypes pour être créatif, justement. Ah oui, moi ça c'est hyper important. Je vais te citer une phrase que j'aime bien en général. Là, je pourrais pas te dire de qui elle est. Je la mettrai peut-être en description de l'épisode si je la retrouve. C'est la liberté, c'est le choix des contraintes. Tout est dedans. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas un concept éthéré qui prend pas place dans un monde. On est dans un monde matériel et donc forcément contraignant. Et donc choisir ces contraintes, c'est une manière d'exprimer sa liberté. Ah oui. Et dans l'exercice en général de la créativité, on parle de cette capacité à innover, donc à amener du nouveau, et aussi à se surprendre face à des éventuels problèmes. Est-ce que toi, il y a un moment particulier qui te reviendrait à l'esprit où tu t'es profondément surprise ou que tu as surpris quelqu'un en apportant quelque chose d'inattendu ? Je suis tout le temps comme ça en fait. Tout. C'est pour ça. Alors avec les enfants, c'est ça qui est génial. Les enfants, même maintenant ceux qui me connaissent ne tournent plus la tête quand j'ai des réactions. Je suis tout le temps comme ça, pleine de surprises, et je suis tout le temps dans un enthousiasme effréné. Je suis terrible. Donc c'est chouette que je sois avec les enfants parce que on peut le partager vraiment, quoi. Et c'est quoi qui te rend justement si enthousiaste ? Déjà de partager, je crois, ah ouais, ça c'est quelque chose, partager, être ensemble, c'est ce qui m'enthousiasme le plus.
Et après, c'est un cadre, comme tu disais, c'est quand même un cadre bien précis, hein. Cet endroit de partage. Et il y a forcément quelque chose qui est sur le plateau du partage. Et toi, comme intention, tu mets quoi? Dans l'intention, tu veux dire Du partage, en général, tu mets quoi au centre? Au centre, l'écoute. Ouais, l'écoute. Okay. La communication, l'écoute, surtout l'écoute. Écouter l'autre, oui. À quoi tu t'attaches justement pour savoir que là tu écoutes la personne? C'est tout mon être qui est vers l'autre. C'est une empathie totale. J'ai tous mes sens qui sont ouverts à l'autre à ce moment-là. On entend assez souvent parler chez les créatifs, ou en tout cas ceux qui en font la promotion, d'une forme de présence à ce qui arrive, à ce qui se passe. Ah, tout à fait. Tu te retrouves un peu là-dedans. Ah, complètement. Complètement. Et c'est comme quand je me mets à danser et que je touche cet état, on parle d'état de grâce, c'est un peu ça, il y a tout qui se met, il y a l'instant présent qui est c'est la fête de l'instant présent, en fait. C'est tout qui se met, en phase. Et même, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'au-delà, hein, là, je maîtrise plus tout, là, hein. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, le corps, il se met, tout est fluide. Et ça, quand c'est fluide, c'est génial, hein. Est-ce que à ce moment-là, il y a encore des attentes par rapport à, tu parlais tout à l'heure de beauté. Est-ce qu'il y a encore des attentes de beauté quand on est dans cet état-là? Moi, la beauté, pour moi, elle est quand on est bien, quand on se sent bien. Quand c'est juste quand on est bien. Qu'on ait beaucoup de techniques ou pas, la beauté de celui qui va s'exprimer, c'est de se sentir bien et de sentir quelqu'un qui a envie de nous communiquer quelque chose. C'est ça, la beauté. Et il a beau faire, moi, celui qui fait son grand écart ou ses choses techniques, je vais le regarder et puis je vais rien ressentir, en fait. Et puis le danseur qui va faire avec ses moyens mais qui a des choses à raconter, là, ça m'intéresse. La beauté, pour moi, c'est quand on se sent bien. C'est comme quelqu'un qui serait rond, très rond, ou quelqu'un d'obèse et qui va danser la vie, quoi. Comment il se sent bien dans la vie, mais c'est merveilleux, quoi. C'est le plus beau. J'allais justement te demander de formaliser, de donner un exemple justement de ce que tu pourrais juger à ce moment-là comme beau. T'en aurais d'autres pour qu'on comprenne quel regard tu poses sur la beauté dans ces cas-là? C'est voir aussi une jeune adolescente derrière un tambour à donner tout ce qu'elle a. Derrière à montrer cette future femme sauvage qui s'exprimera. Et là, moi, j'ai la chair de poule partout. Je me dis, waouh, quel jeune adulte ça va être de pouvoir comme ça se donner sur un tambour. Ça c'est beau quand je vois que je lance une piste de danse et que par exemple je sais pas moi je vois un groupe de danseurs, je vais leur donner un mot, une image et je leur demande de recommencer leur danse et que je vois que tout a changé parce qu'ils ont pris cette intention et qu'ils ont fait danser. Là ça c'est beau. J'entends dans ce que tu dis, j'entends beaucoup la prise d'autonomie ou la responsabilité de soi. Complètement. Et comment tu fais, toi, pour renouveler constamment ça? Parce que l'autonomie, c'est quelque chose qui est très dynamique. Donc, du coup, quand tu es face à toi-même et face aux élèves ou face à tes participants, parce que quand je dis que c'est dynamique, ça veut dire que chaque identité a sa propre quête d'autonomie, chaque personnalité. Donc, du coup, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être constamment revisité. Je suis toujours en train de chercher le chemin qui sera le mieux pour chacun. C'est une passion. J'aime autant la danse que la pédagogie finalement, que le chemin pour pouvoir atteindre l'un l'autre. J'ai toujours l'idée, c'est mon truc quand même. Moi, j'ai beaucoup d'inventivité. Ça fuse à une vitesse folle et j'ai toujours recours à une petite ficelle quelque part. Je trouve toujours comment je vais pouvoir rebondir, aider, trouver, aider pour mettre sur le chemin, quoi. Ça, c'est quelque chose que, bon, ça fait plus de 30 ans que je le fais quand même, hein. J'aime bien, justement, entendre et essayer de comprendre ce que tu vois, ce que tu ressens, parce que ça permet de comprendre un peu mieux
entre guillemets ta zone d'expertise. Et d'une certaine manière, là, quand tu dis que t'as une vraie passion à aller chercher à atteindre l'autre, j'ai envie de comprendre le contexte où tu vois poindre comme ça des obstacles et comment tu réponds à ces obstacles. Alors quand les obstacles, alors je te parle de maintenant parce que beaucoup plus tôt c'était un peu différent, j'y allais un petit peu plus en force, j'étais un peu plus... Alors ils sont pas d'accord les anciens élèves qui m'ont suivi, mais moi je me sentais beaucoup plus en force, je me disais voilà, je propose cette règle de danse là, et il faut que tout le monde y rentre. Maintenant ça n'a plus rien à voir, quand je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, au contraire je détends, j'étire, et je dis ok, c'est pas possible aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. J'étire je compresse pas, je presse pas, je cherche pas à vouloir pour l'autre. J'essaie de dire ok, là c'est pas pour tout de suite, c'est pas ok, on laisse faire. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire maintenant pour nous mettre le plus dans une liberté, la liberté du moment où ça va venir, voilà, c'est ça. C'est pas aujourd'hui, ok, c'est demain. Ok, il y a le temps, moi j'ai tout mon temps. Et tu saurais pourquoi tu t'es détendu avec le temps là-dessus? Je pense que j'ai fait plein de formations différentes. Je me suis frottée à plein d'autres formes de danse, d'autres formes d'expression. Et puis je pense que je rentrais un peu en force dans ma vie aussi, hein. Au début je rentrais dans c'était je rentrais, j'avais des fauves en face de moi, il fallait que j'ai dompte. Oui. C'était ça, il fallait que je fasse passer mon message à tout prix, quoi qu'il en soit, même s'il fallait trouver des chemins différents, mais il fallait que ça passe. Alors maintenant, c'est juste ça à dire, mais il faut que ça se partage. Donc je suis beaucoup moins en force et du coup, je le partage. C'est une expérience qu'on vit ensemble. Avant, c'était moi le chef un peu, moi qui devais apporter ce que j'avais à apporter puisque les gens avaient payé pour ça. Et là, attention, il fallait pas que je faiblisse. Maintenant, c'est complètement différent. Je suis une humaine comme les autres sont humaines. Avant, j'étais beaucoup plus dure avec moi. J'avais des tas de choses à me prouver aussi à ce moment-là. Et c'est justement comment tu fais pour mesurer est-ce que c'est possible de le mesurer, ça? De toute façon, je peux le mesurer tout le temps parce que je les vois faire. Je les vois avancer. Eux, ils voient pas que je les vois, mais moi, je les vois avancer. Je les vois, je sens leur regard aussi confiant. Parce que la confiance, c'est énorme. C'est une fois vraiment qu'ils puissent avoir confiance en moi pour pouvoir s'ouvrir. Ça, c'est essentiel. Et je le perçois par des petits signes. Tu pourrais nous les partager, ces petits signes que tu captes? C'est des visages beaucoup plus ouverts, des corps plus dans la terre. Quand je sens que ça s'abandonne davantage dans la terre, ça se sent le corps qui s'abandonne. Des gestes plus amples, des regards envers les autres beaucoup plus nombreux, des ouvertures, voilà, plus regarder par terre quand on danse, mais regarder les autres. Tout ça, ce sont des signes que les choses s'ouvrent. Et t'as une visibilité sur ce qui pourrait aujourd'hui contraindre les corps dans la vie de tous les jours ou dans la société dans la vie qu'on mène, quoi? Moi, je m'intéresse beaucoup au corps dansant africain, hein, c'est la danse africaine au départ, hein, ce qui m'a... Et je trouve que on vit dans notre vie de tous les jours, on a beaucoup d'objets quand on conduit une voiture, on a le volant, quand on mange, on a une cuillère, on a beaucoup de choses entre la nature et nous. Oui. Et on a, pour moi, notre corps, il est brimé, il marche à quoi? À 30%. À 30%. En Afrique, le corps, il est toujours présent. Pour tisser du tissu, c'est les pieds, c'est une danse entre les pieds et les mains, c'est un truc de fou. Quand ils fabriquent des instruments de musique, le corps est tout le temps là, tout le temps. Quand on mange, c'est avec la main. Quand on pile, il n'y a pas de mixeur, hein, on pile avec le pilon. Donc le corps est en permanence vivant. Alors que chez nous, on a les transports, on a beaucoup d'objets. Et je trouve que le corps, je trouve que c'est moins joyeux. C'est moins joyeux parce que utiliser son corps, c'est très joyeux. Est-ce que tu vois quand même des choses qui t'apparaissent optimistes
dans le rapport au corps ou dans la libération du corps? En dehors de tes ateliers, bien sûr. Hein. Comment dire, si quand je vois des rapports entre enfants et parents libres, ça me met de l'optimisme. Ouais, tu parles toujours dans le rapport au corps, hein? Au rapport au corps ou pas que. Après, je prends cet angle-là parce que c'est celui que tu maîtrises le mieux. Mais après, vraiment, on peut ouvrir. D'ailleurs, quand tu parles de liberté, est-ce que c'est une liberté entre parents et enfants? Est-ce que c'est une liberté d'agir, c'est-à-dire une liberté presque corporelle, ou est-ce qu'il peut y avoir une liberté émotionnelle ou une liberté de la pensée et sont où les limites en fait de cette liberté? Moi, je sens plus de démarche de parents envers les enfants, d'écoute et de vouloir respecter son enfant. Après, évidemment, hein, ça c'est compliqué. On parle de communication bienveillante et il faut vraiment la comprendre, cette communication bienveillante. C'est pas laisser faire son enfant sans limite. Mais je trouve qu'il y a quand même voilà, une envie que son enfant soit bien. Moi, je trouve. Après, voilà, il faudrait expliquer les choses quand même. Voilà, parce qu'il y a eu ce mouvement-là de communication bienveillante où l'enfant, en fait, dès qu'il avait un désir, les gens pensaient qu'il fallait répondre à leur désir. C'est pas ça du tout. Oui. Mais en tout cas, il y a la démarche d'aller vers son enfant, oui. qu'il y avait pas il y a quelques années. Oui, j'ai l'impression que c'est surtout une écoute plus active, mais ça veut pas dire que c'est une réponse à l'affirmative systématique. C'est ça. Et c'est là c'est pour ça que maintenant les gens reviennent de cette méthode. En fait, non, je reconnais ce que tu ressens, je reconnais ton besoin, je peux ou je peux pas y répondre. Mais en tout cas, je le reconnais. C'est ça. Pour moi, c'est pour ça que je fais ce métier maintenant, là, au quotidien. Vraiment, je reconnais, je comprends. Oui, voilà ce qui se passe pour toi. Voilà, mais il se trouve que là, tout de suite, c'est pas possible, mais je comprends que tu sois déçu, je comprends, oui. Mais ça, voilà, et c'est vrai qu'il y a eu un amalgame là, et là, je trouve que on commence à comprendre des choses. Ouais. Et c'est marrant parce que dans ce que tu dis, j'entends aussi d'accompagner l'autre dans des formes de déception, ce qui revient, à mon sens, à accepter aussi des formes d'échec, et de se dire que c'est constituant, et d'apprendre à se mesurer aussi face à la déception et à l'échec, tout en se diminuant pas, mais plutôt en essayant de temporiser ou d'intégrer l'échec et d'une certaine manière la déception comme une partie constituante de soi. Mais tu vois, pour moi, même l'échec, c'est drôle, c'est des mots que je n'utilise pas. C'est que des expériences finalement. Bien sûr, bien sûr. Et c'est avec ces expériences, là ça marche pas. Bon ben là je vais utiliser, voilà. Et c'est moi l'échec. Si, quand on a une attente, bon, un échec, un examen, d'accord. Mais même l'échec, un examen, c'est une expérience, quoi. C'est pas là que je devais aller. Non, c'est pas là. Mais on le voit quand tu parlais de l'enfant comme ça qui peut transpirer la déception qu'on peut sentir en tant qu'adulte, même en tant qu'enfant, ils peuvent le sentir eux-mêmes. Il y a quand même quand il est déçu, c'est parce qu'il y avait une attente qui était peut-être plus inconsciente, plus viscérale, plus animale. Et que si cette attente elle ne trouve pas issue, elle ne trouve pas de réponse, bah il y a une partie frustrée chez lui et cette partie frustrée il faut aussi apprendre à composer avec. Et c'est là où il y a quelque chose qui m'intéresse énormément dans la mécanique créative, c'est de toujours donner à manger même quand c'est frustré. Et du coup t'as quel rapport toi avec la frustration justement? J'entends, si tu veux, j'entends quand tu dis, voilà, je continue à donner, même si je suis frustrée. Et moi, ce que j'essaie de faire comprendre, pourtant moi j'ai des tout petits avec moi, hein, ils ont 2 ans. Ouais. Ah oui, c'est très jeune. Oui, ben tu es frustré, ok, mais c'est tout à fait gérable. Hein. C'est pas quelque chose qui va te faire mourir de toute façon, mais c'est gérable, tu vas voir. Ouais, je comprends. Et là, je contiens l'enfant pour lui apporter
cette chaleur là, cette présence qui va faire que cette frustration elle va s'évanouir. C'est ça, compensé par la présence. Dire je suis là, je t'accompagne, c'est difficile, oui, mais je suis là. Oui, j'entends dans ce que tu dis une grande nuance entre être frustré et être abandonné. Oui. Et du coup, tu reviens sur ce pilier de la présence, qui me semble clairement un pilier important. Et en même temps, j'ai l'impression que accompagner les enfants dans ce processus me semble très important. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont fondé beaucoup de choses sur des attentes et qui, d'une certaine manière, la frustration, elle n'est jamais soit élucidée ou transformée, elle est cristallisée. Oui. Et déjà, est-ce que tu es amené à travailler avec des adultes aujourd'hui sur tes ateliers ? Sur mes ateliers, oui, je travaille avec des adultes. Alors c'est vrai, la frustration d'un adulte qui voudrait absolument apprendre ce pas de danse et qui n'y arrive pas, et je l'aide à calmer son mental et lui dire, il faut que tu changes de petit disque là dans la tête. Je vais y arriver, je me fais plaisir dans l'apprentissage. L'apprentissage est du plaisir, c'est pas, j'apprends avec la peur de ne pas réussir. C'est la peur de me tromper. Non, j'apprends avec gourmandise, me dire qu'est-ce que c'est chouette d'apprendre, de me voir, de me voir très, je dirais maladroit, oui, pourquoi pas. Moi je leur dis toujours, mes élèves, je fais ce métier aussi parce que vous êtes beaux quand vous apprenez que vous êtes dans cette maladresse du corps qui petit à petit s'organise. C'est ça aussi mon métier. Et il faut que vous vous disiez que je ne regarde pas, moi je suis pas en train de regarder avec un regard qui juge, ah mais non, on tombe pas dedans, c'est pas celui-là. Je dis non, prends ton temps et surtout enlève cette petite parole qui vient en disant je suis nul, j'y arrive pas, c'est difficile, les autres y arrivent et moi je suis nul. C'est sans arrêt ça qui revient, quoi. La fameuse comparaison, oui, c'est ça. Ah, j'ai des élèves, c'est ça, c'est ce petit mental. Je leur dis toujours, mais je leur dis déjà, je sens l'odeur des neurones dans la salle. Là, je sens pas l'odeur de la transpiration, je sens les neurones. Ça sent quoi un neurone d'ailleurs? Pas bon du tout. Non. Mais c'est ça, je le sens quand tout le monde est en train de se demander s'il fait bien ou pas, ou savoir si... Non, regardez, on est en confiance là, on peut se tromper les uns les autres. Trompons-nous ensemble, tranquille. Voilà, c'est ça ce que je vois dans ceux qui sont dans cette frustration constante de vouloir atteindre quelque chose. Et moi, je me rappelle de cette prof de danse là, indienne, qui s'est arrêtée à nous dire, mais réjouissez-vous déjà de ce que vous savez faire. Et prenez plaisir à aller vers... voilà, mais réjouissez-vous. Et ça, c'est venu ce jour-là où j'ai entendu ça, c'est venu vraiment au bon moment, quoi. Moi, j'étais avec beaucoup de colère quand j'apprenais les choses nouvelles. T'avais quel âge à ce moment-là quand je l'ai entendu, je devais avoir 30 ans. Ok. Oui, 30 ans. C'est arrivé, mais pile... Et pour toi, c'est un moment, justement, où quand on reçoit à 30 ans, on a déjà parcouru un petit bout de l'âge adulte. On a, a priori, déjà fait quelques introspections. Il se passe quoi chez toi à ce moment-là quand tu entends ça? C'est un petit peu dans ma tête, ça a été il faut arrêter le combat, quoi. Faut arrêter le combat. Voilà, faut lâcher. Il faut lâcher parce qu'avec le combat, tu es en force et non, c'est pas juste ça, c'est pas juste pour toi, c'est pas juste pour l'autre. Non, c'est vrai que il faut pouvoir comment dire, laisser pénétrer les choses. Si je suis dure avec moi, je peux pas laisser pénétrer si je suis dure. Voilà, c'est voilà, être pliable, être molle pour laisser pénétrer les choses aussi. Sinon, il y a toujours cet écran là. Voilà, c'est ça que j'ai senti. Bon, après voilà, je veux dire, ça a été, de toute façon, ça a été dans mon métier un apprentissage à m'accepter moi-même, hein, c'est évident, hein. À m'accepter moi, à m'aimer moi, aider les autres à s'aimer pour m'aimer moi aussi, hein. C'est clair, hein, ce chemin on l'a fait tous ensemble, hein. Oui,
c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les accompagnants qui ont fait justement un chemin d'introspection important. C'est de voir ce jeu de miroir entre leur propre émancipation et l'émancipation des gens qui les accompagnent. Et c'est déjà, c'est clairement ok et juste de fonctionner comme ça. Et c'est le vrai cadeau, en fait, à s'offrir dans tout ça. T'as souligné, t'as employé le mot combat dans ce que tu viens de dire. Et moi, quand j'entends combat, j'entends qu'il y a aussi quelque chose à gagner. Et avant que tu lâches le combat, tu espérais gagner quoi? L'amour des autres. Je ne voulais que de l'amour. Je voulais qu'on m'aime. Hein. Donc il me fallait être parfaite. Donc il me fallait être supérieure, entre guillemets. C'est ça. Ouais, la compétition. Et en fait, j'étais devenue quelqu'un, mais presque de plus humain. Je ne me trompais jamais. J'avais des fiches de séance, mais nickel, réglées à 4 épingles. Et c'est quand j'ai été enceinte, où certains élèves avaient oublié que j'étais un être humain. Okay. Et je me suis dit, il va peut-être falloir que je me montre un peu plus humaine, ouais. Donc ça a tout changé, oui, là. On en avait pas mal parlé quand on en discutait au téléphone avant. C'est le rapport à la curiosité. Et t'as tendance à encourager l'autre d'une manière ou d'une autre à cultiver sa curiosité. Et donc j'imagine facilement que t'es aussi une personne curieuse. Oui. Tu te souviens d'un moment qui a vraiment piqué ta curiosité et qui t'a éveillé sur le monde intérieur ou sur le monde qui t'entoure? Le chant a éveillé vraiment ma curiosité. Le chant est allé, alors là, chercher en moi le plus profond, du plus profond. Alors, vu que c'est quand même intuitivement, on se dit que c'est pas tout à fait relié en fait à la danse, même si ça emprunte des chemins qui sont sûrement un peu similaires. Ça touche quoi comparé à la danse, justement, le chant? Tu vois, quand je me mets en chant, quand j'ose maintenant, puisque j'ose maintenant, je me mets nue. Quand je danse, je suis pas nue. Je me cache derrière mon mouvement, je me cache derrière ma danse. Mais quand je chante, je suis nue. Oui. Et là, pour moi, j'atteins un niveau et même de créativité que je n'ai pas en danse. Je suis entourée là, on fait un cercle de chant et on se met au milieu pour improviser et je peux pas te dire ce que je ressens. Je suis tellement dans un bain d'humanité que je n'ai rien à chercher, tout vient sans que je demande rien du tout, ça vient, ça sort, ça s'exprime, juste dans ce bonheur d'appartenance, quoi, d'être là tous ensemble et de partager. Ah, c'est quelque chose, une découverte pour moi là actuellement, qui me fait aller jusqu'au bout de moi-même, encore plus. Là vraiment, voilà. Pourtant le chant c'était compliqué pour moi. Pour les personnes qui ont, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Pour ces personnes qui comprennent pas ce que c'est que ce dont tu parles, cette forme de communion, est-ce que tu pourrais traduire ce qui se passe quand on se sent en communion avec les autres, avec son environnement? Est-ce que tu as la possibilité de le traduire en mots ou pas? Alors, moi, je dirais, à ce moment-là, qu'il y a... on est enveloppé d'amour, mais l'amour de l'humanité, hein, pas l'amour de quelqu'un qu'on connaît. Enfin, ce sont des personnes avec qui que je ne connais pas, avec qui je peux partager une journée de chant, où on sent l'amour de l'autre, et le partage, et en fait les sons font une harmonie tout autour qui fait qu'on peut s'appuyer sur cette harmonie qui nous soutient. Donc les autres sont là en soutien, donc ils sont avec moi, et là voilà, c'est ça que je veux parler d'amour. Je parle vraiment d'amour, mais l'amour universel, hein, c'est vraiment l'amour voilà, comment on peut parler d'amour alors qu'on connaît pas les gens autour? C'est vraiment l'amour parce qu'on est humain et qu'on s'aime, voilà, c'est ça. Pareil, pour essayer de donner un peu de matière à ceux qui ont peut-être du mal à saisir ça, est-ce que
ça peut se relier au fait de se sentir absolument non jugé. Ah, mais c'est sûr. Ah non, mais c'est sûr. Ok. Mais c'est sûr. Là, je peux pas rien te dire de plus. Oui. Est-ce que ça t'arrive, toi, de manquer de créativité? Oui. Beaucoup. Je m'estime pas être quelqu'un de très créative. Alors après, ça dépend comment on définit. C'est-à-dire, j'ai toujours besoin d'inspiration, soit d'une musique qui va m'inspirer, ou alors d'une danse que j'ai vue. J'ai toujours besoin de m'appuyer sur quelque chose d'existant pour rebondir dessus. Alors mes amis qui me connaissent bien me disent, mais non, mais tu es créative. Non, comment dire, si, en chantant, oui. Oui, là, je me sens créative. Mais pas forcément quand je crée mes cours de danse ou que je suis dans mon univers de travail. J'ai toujours besoin d'inspiration quand même extérieure. Ça, c'est sûr. Et donc, m'appuyer sur quelque chose. La musique en fait partie. Tu pourrais en partager une musique qui a cette valeur-là à tes yeux? Enfin, à tes oreilles pour le coup. Et je la rajouterai en description. Comme ça, les gens pourront peut-être écouter ce qui peut t'inspirer. Oui, avec plaisir. Est-ce que tu penses que l'exercice de notre créativité, en général, peut nous apaiser, que ce soit dans notre rapport à nous-mêmes ou le rapport à l'autre? Oh oui, c'est être soi, pour moi, la liberté d'être soi, c'est la paix. C'est la paix. C'est la confiance qu'on peut avoir en soi, en l'autre, au monde qui nous entoure. C'est la paix pour moi. La créativité, c'est la paix. Okay. Et puis pouvoir accueillir la créativité de l'autre aussi, parce qu'il n'y a pas que être créatif, c'est pouvoir aussi accueillir la créativité de l'autre et puis composer avec. C'est ce que moi qui m'intéresse le plus maintenant. Mais bien sûr que c'est la paix. Pour moi, c'est la paix. Absolument. J'entends dans ce que tu dis que la créativité n'est pas quelque chose qui est un projet, mais qui est une fin en soi. Et ça me questionne pas mal, parce que je me dis, déjà, par rapport aux autres créatifs avec qui j'ai pu échanger, il y a toujours un support. La créativité nous emmène d'un point A à un point B, et j'ai l'impression que dans ce que tu viens de dire, que la créativité ne cherche pas à aller quelque part. Et je vais aller jusqu'au bout de mon idée. J'ai presque l'impression que dans cet apaisement dont tu parles, c'est comme si on arrivait à l'endroit où on peut mourir. Ah oui. Ah mais oui, ça me plaît. Ah ça me plaît. Ah mais complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est pas courant d'aborder la chose sous cet angle-là, parce qu'on a l'impression que la créativité est quelque chose qui va remplir. Et là, dans ce qu'on évoque là, c'est plutôt quelque chose qui va nous vider. Mais dans le bon sens du terme. Oui. Puis tu sais, c'est un peu comme si on osait mettre notre couleur dans ce monde, dans notre monde, rajouter notre présence à ce monde pour pouvoir après s'en retirer et avoir laissé sa petite trace. Et moi, c'est ça aussi, c'est oser dire je suis dans ce monde et j'ai envie d'y participer, évidemment de le bonifier, dans le sens de la bonification. J'ai envie de continuer à être libre, à grandir aussi, à évoluer et à bonifier le monde par ma présence. Donc une fois que j'ai bonifié le monde par ma présence, je laisse la place. Et ça amène à la deuxième partie de ma question. Est-ce que grâce à la créativité que tu rencontres, est-ce que tu te sens sereine face à l'inconnu? Pas du tout. Pas du tout. Alors ça dépend quel inconnu. Et j'ai volontairement pas défini pour te laisser le loisir de définir. C'est rigolo que tu tombes sur la question, mais de dingue. L'inconnu qui est dans un cadre, tu vois, que je connais, me va très bien. L'inconnu où les cadres, il y a plus de cadre. Alors là, c'est plus compliqué pour moi. Tu vois, je te donne un exemple, voyager seul dans un pays étranger. Alors là, ça, c'est compliqué pour moi.
mais tu me mets dans une grande salle de danse avec des tas de choses à faire, ça j'aurais pas de problème. Tu me mets à découvrir des choses en restant pas trop loin, tout va bien quoi. Mais effectivement, pour moi c'est plus compliqué quand les cadres, moins il y a de cadres, plus c'est compliqué pour moi. Alors la question vient toute seule, hein. C'est quoi ton rapport avec les racines ? Ah mon rapport avec mes racines. Je me permets, parce que ça sous-entend ça. Il y avait un conte, je crois que c'est un conte africain, qui parle d'un arbre qui se déracine et qui traverse la mer, et qui est dans une espèce d'effroi et de peur incroyable, parce qu'il ne sait pas si à un moment ou un autre il va retrouver une terre familière. Et c'est un conte initiatique, hein, qui parle de transgresser, de dépasser la peur. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de te poser la question, quel est le rapport aux racines ? C'est drôle parce que tu vois, c'est un peu contradictoire, où je m'arracherais bien de mes racines quand même, tu vois. Mm-hmm. Elles me pèsent. Pourtant, tu vois, le très nouveau, le très nouveau me fait peur. Et pourtant, les deux se nourrissent, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour que l'endroit de l'émancipation soit lié à une perte de racines et à un élan de nouveauté. Donc, ouais. Finalement, t'es à la lisière à mon avis, de ce qui fait l'émancipation, et c'est sûrement pour ça que t'es en capacité de le transmettre et d'en parler avec tes élèves. Ça m'éclaire bien, hein. Tu me donnes plein d'éclairages là, hein, en fait. Hein. Moi, j'aime bien, pour conclure les épisodes, d'aller choisir une citation et d'aller, comme ça, ouvrir le champ, grâce à ce qui a été dit, vécu ou réfléchi par d'autres personnes qui ont une parole publique, bien sûr à propos de la créativité. Et pour notre épisode, j'ai trouvé une citation que j'avais envie de partager avec toi. Elle est attribuée alors je ne sais pas si j'ai bien le prononcer, à Twyla Tharp, qui est une chorégraphe américaine, et je précise que c'est un heureux hasard. J'ai découvert qu'elle était chorégraphe qu'une fois que j'ai fait des recherches sur elle. Et donc cette chorégraphe, elle a écrit un livre qui s'appelle The Creative Habit en 2003, et dans ce livre elle explore le thème de la créativité à travers le monde de la danse. Et comme d'autres créatifs, elle soutient que la créativité elle est essentielle pour l'innovation et l'expression artistique, mais elle a ajouté que la créativité est souvent difficile et intimidante. Et elle dit « La créativité est un acte de courage ». Qu'est-ce que t'en penses ? Oh là là, j'adore. J'adore, je dis toujours à mes élèves que je les trouve très courageux de venir dans mes cours, que c'est une démarche très courageuse que d'aller vers soi, aller vers l'autre, s'enrichir de la différence. C'est vraiment, mais quelle belle phrase de conclusion, franchement. Le courage, en plus, c'est une qualité, c'est ma qualité préférée. J'adore les gens courageux, j'adore faire preuve de courage. Et oui, il faut du courage pour être créatif et pour mener sa vie, oui. Se sortir de ces choses qui nous ont freinés, qui nous freinent, il faut du courage pour être soi, oui. Je m'attendais pas du tout à que tu rejettes ou que tu te trouves pas dans cette citation. Et déjà, quand j'ai vu que c'était une chorégraphe, la personne qui a écrit ce bouquin, je me suis dit, bon, ok, on est sur le bon terrain. Et quand j'ai creusé un peu sur la citation, je me suis dit, bon, c'est évident que elle trouvera bien sa place dans notre épisode. Oh, franchement, là, tu vois, en plus, en l'écoutant, je me suis dit, j'en ai pas parlé du courage. Oh, mais j'en ai pas parlé, que c'est si important. Ça me fait plaisir d'avoir pu trouver un espace pour discuter avec toi de tout ça. Bah écoute, moi je te remercie aussi. Et puis pour ceux qui nous ont écoutés, que j'espère que ça va fleurir, les petites graines qui continuent à fleurir. Voilà. Merci encore à toi. Merci beaucoup aussi. Voilà, cet épisode est terminé et je vous remercie pour votre écoute. Pour soutenir la diffusion, vous pouvez aimer et partager ce podcast. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de chaque sortie d'épisode. Et en attendant le prochain rendez-vous,
N'oubliez pas de laisser de la place à votre créativité. À bientôt.